Par où commencer quand les mensonges déversent par centaines. Je vais d'abord briser le mythe d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Faire un zoom sur la Palestine d'avant 48. Quand des chiens osent parler de quelques bédouins ou de bergers en fuite. Les bergers ensuite, et quasi heureux de partir. C'est juste réduire en poussière la mémoire de milliers de martyrs. Moi, ce monsieur, là, Georges Habache, je l'avais rencontré en 99 en Syrie. Et il était déjà âgé, il m'avait dit qu'il allait prendre sa retraite et qu'il songeait à écrire ses mémoires, etc. Et il était assis sous un portrait du Tché, avec écrit en français « Le révolutionnaire ne meurt jamais ». Et ça m'était resté en tête. Et puis bon, voilà, donc ensuite les années ont passé. Et un jour, effectivement, en détention, à la fin, on commençait quand même à former quelques projets d'avenir. On se disait si qu'est-ce qu'on pourrait, quel bouquin on pourrait écrire, etc. Et j'ai dit à Chénaud, tiens, il faudrait qu'on confesse Georges Habache. C'était quand même quelqu'un qui avait fait l'histoire, mais qui était sorti de l'actualité. Et ensuite, donc, lorsque Jean-Luc Barré, le responsable de la collection Témoignages pour l'histoire chez Fayard, m'a demandé si au Salon du Livre à Beyrouth, si je songeais à quelqu'un pour cette collection, je lui ai proposé Habache, et donc il m'a dit ok. Et donc je suis allé voir Georges Habache, dont on m'avait dit qu'il était quand même sérieusement malade, etc. Et à ma grande surprise et grande satisfaction, j'étais en janvier 2006, il était encore bon pied, bon oeil, en tout cas son esprit un peu assez vif, et donc je lui ai proposé ce projet, il a longuement réfléchi, j'ai senti qu'il était intéressé, mais évidemment comme c'est quelqu'un quand même qui a longtemps vécu dans l'opposition au monde occidental impérialiste, etc., même s'il avait suivi mon affaire, donc il était au courant, et il était plutôt sympathisant à l'égard d'un Français et de la France, il y avait quand même une certaine méfiance à l'égard du monde occidental. Donc, il a mis le temps pour réfléchir, son entourage aussi, et puis au bout de 2-3 mois, il m'a dit ok, et on a commencé les entretiens peu après, et donc je l'ai interrogé un tout sur 3 semaines, et je venais de septembre 2006 à janvier, à mars 2007, sur une centaine d'heures. Et où il m'a raconté un petit peu sa vie, de sa naissance jusqu'à ces jours-là. Et il m'a donné aussi également beaucoup de notes écrites, parce qu'il était quand même âgé, il avait une mémoire des événements qui était quand même incomplète, donc ces notes écrites qu'il avait déjà rédigées, puisqu'il pensait rédiger ses mémoires, et c'est quelqu'un qui voulait laisser une trace. Donc il avait tout au long de sa vie, pratiquement, notamment pendant la guerre au Liban, il avait un journal de bord, donc il raconte par exemple au moment du détournement d'Entebbe, qu'il écoutait à la radio, etc. Donc il m'a donné tout ça, et les entretiens plus ces écrits sont bien combinés, parce que ça a permis de faire un livre qui est assez riche, et de combiner donc ces deux aspects. De ce genre des mémoires parlées. Georges Habache écrivant ses mémoires, il allait écrire ses mémoires, c'est-à-dire qu'il n'allait pas aller au fond des choses. Alors que quelqu'un qui l'interroge, je le relance et je lui fais comprendre qu'il fallait qu'il peut-être pas cracher le morceau, mais c'est un petit peu ça quand même, parce que moi je n'étais que l'intervieweur, et donc s'il veut que le livre se vende bien, que ce soit un livre de bonne qualité, il faut qu'il raconte des choses qu'il n'avait jamais dites. Ce qu'il a fait, je pense, sur les pays qui l'ont financé, aidé, etc., c'était... Oui, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses, oui, quand même. Donc, alors l'exercice, effectivement, c'est de le pousser dans ses retranchements. Et puis, en général, à la fin, eh bien, il y a un phénomène de freinage. Parce que quand il lit le manuscrit, il dit « Ah non, ça j'ai pas dit ça finalement. Non, il faut pas dire que Araf Boumediene avait conseillé à Arafat de nous liquider, parce que dans la bonne vieille tradition du FLN, un dirigeant, une tête, voilà. Donc alors après, il faut leur faire comprendre qu'il faut trouver une formule qui permette de garder le sens tout en préservant la forme, quoi. Donc voilà. Mais là, la difficulté, c'est que les entretiens ont eu lieu, moi je parle un peu arabe, mais c'était insuffisant pour pouvoir faire l'entretien en arabe, en français avec une traductrice, et à la fin il a fallu tout traduire le manuscrit en français, lui lire, quoi. Et ce monsieur avait une femme, bon il est mort, mais il a une femme qui a compté beaucoup pour lui, qui a été à la fois presque sa première conseillère, son garde du corps, etc., qui est sa cousine germaine d'ailleurs,
c'est souvent comme ça au Moyen-Orient, qui est une forte personnalité, mais qui est extrêmement pointilleuse sur leur lecture. Et quand je dis pointilleuse, je dis même en deçà de la réalité. Donc elle a été soucieuse C'est-à-dire une précision historique où il y a des choses que vous ne voulez pas qu'apparaissent. Entre nous, c'était assez ridicule. C'était bon, si vous voulez, il fallait que Georges Habache reste comme le Dieu sur terre, quoi. Donc voilà. Bon, c'est un. On le voit évoluer à l'intérieur de la résistance palestinienne. C'est-à-dire qu'on voit, on parlera tout à l'heure des rapports qu'il y a eu entre eux, notamment de ce qui s'est passé avec Yasser Arafat. Bon, des choses où effectivement ils ont pris des positions différentes. Parfois, quand il parle de lui, il dit bon, il n'écoutait pas, quoi. Il passait à parler, et le lendemain, il dit bon, il racontait autre chose. Voilà. C'était le jour et la nuit. Habache était quelqu'un donc un médecin qui a subi, je dirais dans sa chair, presque l'exode de 48. Alors qu'Arafat, lui, n'a jamais vécu l'exode 48 sa famille était au Caire. Et donc, il a cette douleur qui est en lui et marqué d'ailleurs par la mort de sa sœur lorsque ils doivent quitter leur maison et fuir et sa sœur aînée meurt et faute de pouvoir la transporter et l'enterrer dans le cimetière, elle est enterrée dans le jardin de la maison et ensuite ils doivent fuir. Donc il y a cette douleur qui est importante. On en revient toujours quand même à la catastrophe de 48 qui a été l'acte fondateur qui a fondé l'engagement militant de Habache, qui était à l'époque un étudiant en médecine à Beyrouth. Il a terminé sa médecine, mais à partir de là, l'afflux des réfugiés palestiniens au Liban, il était évident qu'il ne serait pas médecin, mais qu'il allait consacrer sa vie à la cause palestinienne et notamment au retour de ces réfugiés. Donc par rapport à Arafat, c'était une grande différence, et sans compter qu'Habache était donc quelqu'un ensuite qui a, si vous voulez, donc qui a épousé le nationalisme arabe. C'était un chrétien laïque. Et donc qui était convaincu que pour que les Palestiniens récupèrent leurs terres ou construisent un État, ça devait passer par non seulement une lutte entre Palestiniens, mais également une unité arabe qui permettrait justement de recouvrir leurs droits. Donc il a fondé ensuite le mouvement des nationalistes arabes, il a été un compagnon de Nasser, qui était à l'époque le grand héros, la rue arabe, et puis il y a eu les premières déceptions, 58, l'alliance, la République arabe unie entre l'Égypte et la Syrie, qui a échoué au bout de 3 ans, donc première déception. À partir de là, donc il a commencé un petit peu à faire un mouvement un petit peu inverse, c'est-à-dire il dit on va se recentrer sur la cause palestinienne, et puis à partir avec la défaite de 67, là il se dit voilà, il faut absolument accentuer la lutte contre Israël pour récupérer la Cisjordanie, Gaza qui vient d'être occupée, et donc là il fonde le Front populaire pour la libération de la Palestine. C'est l'époque où il commence aussi à rencontrer Arafat, et on voit bien que c'est le jour et la nuit. C'est Arafat est un serpent qui dit oui un jour, non le lendemain, alors qu'Habache c'est quand même un irréductible quand même, et presque un irrédentiste, quelqu'un quand même de doctrinaire, qui sont salis aux marxistes, à l'Union soviétique, pour avoir des appuis, etc. Donc quelqu'un qui restera fidèle finalement à ses idées, mais qui sera peut-être passé quand même à côté de l'histoire. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais Arafat était peut-être quelqu'un qui était insaisissable, comme une savonnette au fond d'une baignoire, mais à un moment donné, il a compris qu'il fallait qu'il fasse montre de pragmatisme, de réalisme, et donc la paix, ça se fait avec son ennemi. Alors que vous, Habache, c'est très bien de rester fidèle. Est-ce qu'il présente aujourd'hui il représente, son mouvement ne représente plus grand-chose en termes de personnage. Mais le personnage était toujours auréolé d'une aura, parce que il y avait une grande intégrité chez lui, ce qui n'était pas le cas chez d'autres dirigeants palestiniens. Il y avait une espèce de pureté dans la cause aussi, si vous voulez. Et donc, et puis quand même, ça a été le grand rival d'Arafat et une figure historique du mouvement laïque.